Bonjour à tous, bienvenue pour cette première petite capsule du cours STT 5100. Donc, donc c'est pour le cours de modèle linéaire appliqué que je vais donner cet hiver. Donc je vais vous faire une petite capsule pour présenter un petit peu le cours, présenter le plan de cours, revenir sur les différentes points concernant l'évaluation, puis expliquer un petit peu le contenu du cours un peu plus en détail. Donc c'est fait, donc sachant on est la première semaine de la session et qu'on a beaucoup d'incertitudes concernant l'avenir de cette session. Donc j'ai des capsules qui avaient été utilisées de mémoire à l'automne 2021, qu'on pourra réutiliser, 2020, pardon, qu'on pourra réutiliser. J'ai un peu adapté mon plan de cours, mais voilà, le matériel existe. Je pars du fait un petit peu qu'on devrait sûrement revenir en présentiel après janvier, mais voilà, rien n'est moins sûr. Donc le cours de STT 5100 donc, s'appelle modèle linéaire appliqué, qui a un contenu assez ambitieux. Donc je vous ai remis le contenu tel qu'il est décrit sur le site de l'UQAM. Donc si vous allez sur la page étudier.ucam.ca et que vous tapez STT 5100, vous allez tomber sur ce petit descriptif qui vous dit qu'on doit voir les méthodes d'estimation par moindre carré. Donc ça, j'en parlerai. J'essaierai en particulier d'expliquer ce que c'est que ces moindres carrés, puisqu'a priori, ce n'est pas une méthode d'estimation classique. Je vous renvoie plutôt à votre cours de STT 1000, donc, qui était le premier cours d'inférence statistique, où vous avez dû voir normalement la méthode des moments et les méthodes de maximum de ressemblance. On verra qu'il y a des liens entre le maximum de ressemblance et les moindres carrés, mais on va le présenter sous cet angle de moindre carré qui est un peu particulier. Donc on parlera de régression simple, enfin, linéaire, simple et multiple. On fera des tests d'hypothèse, intervalles de confiance, tests d'ajustement. Donc là, c'est la première partie du cours. Ce que moi, je vais appeler OLS par la suite, ou à pas mal d'endroits, je pense, dans les notes. Donc OLS, c'est Ordinary Least Square, c'est des moindres carrés. Voilà. C'est des approches standards sur les régressions. On verra, c'est utile quand on veut prédire une variable qui est continue. Donc, par exemple, quand on veut prédire la taille d'un individu, quand on veut prédire son poids, quand on veut prédire le prix d'une maison, quand on veut prédire des variables continues, j'ai envie de dire. Ça, c'est la première moitié du cours. Et la seconde moitié sera autour de ce second point, qui est l'introduction au modèle GLM, donc les modèles linéaires généralisés, avec trois régressions qui sont un petit peu détaillées. Régression logistique, régression de Poisson, régression gamma. Donc, régression logistique, c'est quand votre variable d'intérêt que vous cherchez à prédire est une variable binaire. Donc, par exemple, est-ce que quelqu'un va décéder? Est-ce que quelqu'un va avoir un accident? D'accord. Donc, c'est une variable qui n'est plus continue. C'est plus le prix d'une maison qui varie entre 0 et 2 millions de dollars. C'est une variable qui vaut soit 0, soit 1. D'accord. Donc, on est sur une variable un modèle un peu particulier. Donc, ça nous donnera ce qu'on appelle la régression logistique. La régression de Poisson, c'est quand vous voulez prédire un comptage. Okay, un comptage, donc ça va être par exemple prédire le nombre d'accidents, le nombre de fois où une personne va chez le médecin, ce genre de choses. Donc c'est a priori des modèles pour lesquels un modèle de Poisson marcherait bien. Mais l'idée de ces modèles linéaires, ça va être d'avoir des variables explicatives. Je reviendrai un petit peu là-dessus dans les slides prochains. Et la régression gamma, ce serait plutôt quand vous avez une variable gamma. Les variables gamma, ça sert dans les modèles de durée, par exemple. Ça sert pour modéliser les coûts de sinistre. Donc c'est des variables qui sont forcément positives. Alors, on pourrait dire que le coût marche aussi. Donc, effectivement, le prix d'une maison, je pourrais le modéliser avec une régression gamma. Voilà. Donc, ça inclut, voilà, les GLM incluent ces trois modèles-là. On verra que c'est beaucoup plus général. Donc, j'essaierai de présenter un petit peu les GLM de manière plus complète. Donc, en parlant de la famille exponentielle et ce genre de choses. Donc, on a cette introduction au GLM qui doit être faite. Alors, je la ferai en revenant un peu sur les différents points, en particulier les tests d'hypothèse, les intervalles de confiance et ce genre de choses. Et il y a un petit point qui est également mentionné dans le descriptif du cours, c'est que, comme dans le titre, il y a appliqué, ça serait bien de faire des applications. Donc, on fera des applications en R. Ce n'est pas un cours de R, c'est un cours pour lequel on a besoin de faire du R si on veut faire des applications. Voilà, donc, ça sera fait tout au long du cours, autant que possible. Donc, voilà, je suis obligé de vous faire, avant de faire l'application, vous faire la théorie. Donc, il faudrait d'abord que je vous explique ce que c'est que ces modèles linéaires, comment est-ce qu'on les estime, pourquoi est-ce que l'algorithme qu'on utilise nous donne une solution tout de suite, une solution fermée, alors que pour des régressions logistiques, ce sera un algorithme itératif. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière les différents algorithmes qu'on utilisera. Et
à la fin, le but, encore une fois, l'objectif est très ambitieux. De pouvoir appliquer, c'est compliqué, mais on va quand même essayer de faire des choses. Voilà. Donc, on va essayer de le faire. Moi, je vous les illustrerai en R. Donc, dans tous les slides, vous aurez des codes R qui vous permettent de voir un peu les sorties. Et vous aurez aussi des maths, parce qu'il y a quand même des résultats qu'on a dans le cas des modèles linéaires et des modèles linéaires généralisés. Donc, juste pour me présenter, donc moi, je suis Arthur Charpentier. Je suis professeur au département de maths, donc je suis au 5e étage, enfin, quand je suis au bureau. Pour me contacter, le plus simple, c'est le courriel. Donc, je ne mettrai pas en place de groupe Teams, ce genre de choses, parce que ça partait trop dans tous les sens quand je l'ai fait à la session qui était en distanciel. Voilà, j'essaierai de mettre des documents sur Moodle autant que possible, essentiellement les liens vers à la fois les slides, les devoirs et les vidéos pour ceux qui veulent regarder les capsules. Dans les slides, vous verrez dès qu'il y a des choses en vert, ça veut dire qu'il y a des liens hypertextes. Donc, généralement, vous pouvez cliquer sur tout pour vous déplacer. Mais voilà, si vous voulez me poser des questions, prendre des rendez-vous, le plus simple, c'est le courriel. Alors, c'est quoi ces modèles linéaires? Alors, je vous ai repris un dessin de XKCD à gauche. Voilà, ce qu'on essaiera de faire, l'intitulé exact du cours, c'est modèle linéaire. Donc, c'est la partie de gauche. Donc, juste pour vous expliquer ce qu'il y a sur le graphique de gauche, donc, on a deux axes. Ici, on a une variable y qui va être notre variable d'intérêt. Et ici, on a une variable x qui sera une variable qui pourrait nous aider à améliorer la prévision de x. Voilà. De y. Donc, y est ma variable d'intérêt, x est une variable explicative. Voilà. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire que c'est le poids. X est le poids et y est la taille d'une personne. Donc, si jamais vous voulez prédire la taille de quelqu'un et vous connaissez son poids, dans ces cas-là, plus la personne est grosse, plus il y a de chances pour qu'elle soit grande. Voilà. On a une corrélation positive. Donc, c'est les points qui sont ici. Donc, c'est ce qu'on va effectivement utiliser tout le temps par la suite. Donc, on aura des échantillons. Okay, donc, on aura des échantillons de points. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que vous avez vu en stats. Okay, donc, le point de départ, c'est des données, sauf qu'on n'est plus juste de la stat classique où on a juste une variable y qu'on essaie de modéliser, où on suppose que les données sont IID. On gardera l'hypothèse d'indépendance. Donc, je vais continuer à supposer que mes individus I sont indépendants. Donc, il n'y a pas de relation entre I et I plus 1. Okay, contrairement à des séries temporelles, par exemple. Mais au lieu d'avoir une variable qu'on essaie de modéliser, on aura toujours une variable d'intérêt, mais on va s'autoriser la possibilité d'avoir des variables explicatives. Donc l'idée est de dire, trouver le prix d'une maison, c'est bien, mais si jamais vous avez la superficie, vous avez le nombre de chambres, vous savez s'il y a un foyer, vous savez s'il y a une piscine, ça aide à trouver le prix. Voilà. Donc l'idée des variables explicatives, c'est ça, c'est trouver des grandeurs qui, a priori, sont corrélées avec votre variable y et vous permettront de mieux prévoir. Donc, ce que nous, on fera, c'est effectivement, dans un premier temps, c'est ce modèle linéaire. Donc là, c'est une régression linéaire simple. Donc le simple vient du fait que j'ai une seule variable explicative x. Okay. Linéaire, c'est parce qu'on a cette droite de prévision. Okay. Alors, on verra qu'on peut faire toutes sortes de modèles différents. Donc le quadratique, c'est quand on suppose qu'on n'a non pas une droite de régression, mais qu'on a quelque chose qui est quadratique en x. Okay, donc, on a une parabole. Des modèles logarithmiques, ça j'en parlerai peut-être un tout petit peu. Le modèle exponentiel, c'est un peu la même chose. Donc, ces quatre modèles sont très, très liés. Je commencerai à parler d'un tout petit peu de l'autre type de modèles qui sont ces modèles LOS, qui sont des régressions locales. Donc, ça permettra de faire des choses qui donnent un modèle qui est non linéaire, okay, et pour lesquels, éventuellement, on pourra imposer des contraintes de continuité, de dérivabilité, tout ce que vous voulez. Donc, j'essaierai quand même de vous présenter ça. On parlera aussi beaucoup d'intervalle de confiance, parce que l'idée, ce n'est pas juste de prévoir. Donc, la prévision, c'est ce qu'on aura ici. Par exemple, ici, si jamais vous me donnez une superficie de la maison, je peux vous prédire son prix. Mais ce qu'on voudrait, c'est quand même avoir un intervalle dans lequel on a une certaine probabilité d'être. Donc, on va rejoindre ce que vous avez vu en StatMil, qui est l'intervalle de confiance. On peut faire des modèles linéaires par morceaux, donc ça aussi, j'en parlerai un tout petit peu. Et ensuite, on a toutes sortes de fits. Okay, donc, c'est ça dont on parlera. Donc, au niveau des prérequis, on utilise pas mal de probas. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on on va supposer qu'on a des variables aléatoires, en fait. Donc, que les Y, exactement comme dans le cours de stats, en fait, les Y sont vus comme étant des réalisations de variables aléatoires. Okay, donc, on va utiliser des espérances. Se souvenir qu'une espérance, c'est éventuellement un problème d'optimisation.
D'accord? Donc les liens, le fait que l'espérance, c'est une projection sur l'espace des variables engendrées par x. Okay, donc l'espérance conditionnelle de y sur x, c'est une projection orthogonale. Okay, donc on reparlera un petit peu de ces histoires d'espérance, de variance et de ce genre de choses, et de distribution aussi, puisqu'en fait, je vous en ai parlé, il y a la régression de Poisson, gamma et tout ça, donc on va revenir sur les lois standards pour modéliser des grandeurs aléatoires. On va parler aussi beaucoup de stats. Donc de stats, la stat, l'idée c'est qu'au lieu d'avoir une variable aléatoire, j'ai un échantillon, mais ensuite on suppose que l'échantillon est tiré suivant une loi paramétrique. Okay, donc on va essayer d'estimer. Donc l'idée du modèle paramétrique, c'est de se dire que je suis dans une certaine famille f-θ. Donc par exemple, dans le cours de Stat 1000, vous avez fait des modèles gaussiens, par exemple. Donc on suppose que les observations sont tirées suivant une loi gaussienne. On essaye de trouver les estimateurs du paramètre d'intérêt. Donc, ça peut être la moyenne, ça peut être la variance, ça peut être tout ce que vous voulez. On essaie de voir si cet estimateur est biaisé ou pas. Donc, on va revenir sur toutes ces grandeurs, toutes ces notions de biais, de variance, d'estimateur, okay, avec l'idée que, par rapport au cours de Stat 1000, où a priori l'essentiel était fait sur des estimateurs univariés, non pas des estimateurs multivariés. C'est même pour la régression simple. Je vous rappelle que l'équation d'une droite, c'est quelque chose de la forme y égale bêta 0 plus bêta 1x. Okay, donc ça, c'est une droite. Donc il y a deux paramètres, bêta 0, bêta 1. Donc dès le début, on est en fait dans un modèle multivarié. Donc on va devoir faire de l'estimation sur des vecteurs de paramètres. Okay, et donc forcément, comme on est sur du multivarié, l'outil de base, ça sera de faire de l'algèbre linéaire. D'accord, donc on parlera de projection, on parlera de matrice et ce genre de choses. Okay, donc les prérequis, ce sont les cours de proba, de stat et d'algèbre linéaire. A priori, je ne parlerai pas forcément de valeurs propres, de vecteurs propres, ce n'est pas dans le cours d'algèbre 1, qui est le seul cours qui est obligatoire, mais voilà, les notions de projection orthogonale et ce genre de choses, on les utilisera abondamment par la suite. Oui, petit point, donc juste pour expliquer le petit dessin que je mets, l'idée, donc ce cours est un cours toolbox, c'est vraiment un cours de boîte à outils. Je ne vous dis pas comment on fait une régression, comment on va faire un modèle linéaire. Je vous donne des techniques qui ensuite permettent de construire des modèles. Donc, je vais présenter des dizaines de modèles différents. Et après, dans un cas pratique, c'est à vous d'aller choisir les bonnes méthodes. Okay, peut-être qu'un modèle quadratique, ça ne vous servira pas. Peut-être qu'un modèle logarithmique, ça pourra vous servir. Donc, ça dépend vraiment des données sur lesquelles vous travaillez. Moi, je vous donne tous les outils qui peuvent être utiles pour construire un modèle qui tienne la route. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle linéaire ne marche jamais. Okay, mais en bricolant autour de ce modèle linéaire, on peut faire des choses qui sont relativement pertinentes. Donc, au niveau de la structure du cours, donc le cours sera essentiellement découpé en trois, alors non équilibrés. Hein. La première partie, c'est ce que j'appelle les rappels. Donc, des rappels, alors c'est peut-être un peu ambitieux, parce que c'est des choses qui ne seront pas forcément des rappels. En particulier, je parlerai d'optimisation et de simulation. Alors, ça dépend qui vous a donné le cours de Proba 1, par exemple. Mais moi, j'utiliserai par moment des méthodes de simulation pour essayer, par exemple, de faire des intervalles de confiance. Donc, les méthodes de Monte-Carlo, on va essayer d'utiliser ça. L'optimisation, ça va être la base, mais d'un autre côté, l'optimisation, c'est la base de la stat. Okay, quand on cherche l'estimateur du maximum de vraisemblance, on cherche à maximiser la vraisemblance, on cherche à minimiser les sommes d'écart et des erreurs. Donc, on est sur des problèmes d'optimisation en permanence. Okay, donc, l'idée étant généralement de maximiser une vraisemblance. Donc, on a besoin de faire un minimum d'optimisation, et en particulier d'optimisation numérique, puisqu'en fait, il y a plein de cas pour lesquels on ne sait pas comment trouver il n'y a pas de forme fermée pour les estimateurs qu'on va considérer. Donc, quand vous faites une régression logistique, il n'y a pas de forme pour les coefficients bêta 0, bêta 1 dont je parlais auparavant. Okay, donc, je vais être obligé de faire un tout petit peu d'optimisation numérique. Je vais revenir aussi sur du R et du Markdown. Alors, le R, je ne reviendrai pas trop dessus. Philippe Pras, qui fera les démos, vous en reparlera ponctuellement. Donc, en particulier, comment manipuler des bases de données, comment transformer des facteurs, des variables catégorielles, comment regrouper des catégories, ce genre de choses. Il vous parlera aussi un petit peu de Markdown. Alors, j'ai fait une capsule exprès sur les Markdown. Donc, les Markdown, c'est un langage qui permet de faire des rapports. Moi, ce que je vous demanderai pour les devoirs, c'est de rendre des fichiers Markdown, de compiler du Markdown pour générer des fichiers HTML. Ce que je veux, c'est ça, c'est avoir des rapports générés en R dans lesquels vous me faites une analyse d'une base de données, vous construisez un modèle et vous me faites des prévisions. Okay, donc, je vous montrerai un petit peu comment ça se fait avec R
et avec du Markdown. Donc, il y a des capsules qui en parlent. Sinon, ce sera fait en démo. Donc, pas mal de temps en démo sera passé autour de la pratique, okay, donc tout ce qui est appliqué. Moi, dans le cours, je passerai du temps sur la théorie en vous montrant en même temps des exemples. Dans les rappels, je vais revenir sur les probas. Donc, essentiellement, la loi normale et le vecteur gaussien. Donc, je n'ai jamais bien compris dans quel cours était fait le vecteur gaussien, donc je vais en refaire un tout petit peu, puisque ça va être, encore une fois, on est en multivarié, donc on est obligé de faire des modèles multivariés. Donc, je parlerai du vecteur gaussien, on refera des bases algèbre linéaire, ce que c'est qu'une matrice idempotente, ce que c'est qu'une matrice de projection orthogonale et ce genre de choses. Je reviendrai aussi un tout petit peu sur la statistique. Okay, donc, qu'est-ce que c'est que l'estimateur du maximum de vraisemblance, comment est-ce qu'on le calcule, qu'est-ce que c'est qu'un test de student et ce genre de choses. Okay, donc, c'est une première partie de rappel qui sera quand même assez importante parce que il y a plein d'autres choses qui sont faites dans les cours précédents. Les deux grosses parties du cours, c'est les parties 2 et 3. Donc, j'en ai déjà parlé. La première partie, c'est les modèles linéaires, donc ce que j'appelle OLS, les moindres carrés ordinaires. Donc, en particulier, on viendra sur le modèle gaussien, les moindres carrés. On parlera d'incertitude et d'inférence et de test, et on parlera d'incertitude et de prévision aussi. Donc, comment faire un intervalle de confiance, qu'est-ce que c'est que cet intervalle de confiance, et ce genre de choses. Okay. Dans un deuxième temps, on fera des modèles GLM, c'est-à-dire, donc moi, je vous les présente par les modèles dont on parlait dans l'introduction, qui sont d'abord, je vous fais les modèles simples, c'est-à-dire la régression logistique, la régression de Poisson, et à la fin, je vous fais la formalisation avec les GLM. Donc les GLM, j'en parle qu'à la fin parce que c'est un peu plus conceptuel, mais voilà, l'essentiel étant de comprendre la régression logistique et la régression de Poisson. Donc les GLM sont juste une formalisation de tout ça. Et l'idée, vous allez voir, c'est qu'en fait, la régression, le modèle gaussien, les modèles logistiques et les modèles de Poisson sont finalement des catégories, mais en fait, on fait toujours à peu près la même chose. D'accord ? Donc, c'est vraiment conceptualiser tout ce qu'on aura fait dans ces trois grandes familles de modèles et essayer d'extrapoler pour faire plus. Okay ? Donc, on a ces trois grandes familles ces trois gros blocs. Donc, a priori, les rappels, ça va nous occuper pendant la période en fait, où on sera sûrement en distanciel. J'espère qu'ensuite, on pourra se retrouver pour attaquer le cours et les moindres carrés. L'intra se portera sur les moindres carrés. Ensuite, on attaquera les GLM. Le final portera sur les GLM. D'accord ? Donc, il y a deux examens qui comptent autant l'un que l'autre, et un porte sur les moindres carrés, l'autre porte sur les modèles GLM. En sachant que les deux sont... ce qu'on verra, c'est que le modèle gaussien est en fait un cas particulier des modèles GLM. Donc, inutile de me demander si jamais l'examen porte sur tout. Oui, les GLM portent a fortiori sur tout, puisque le premier est un cas particulier de l'autre. Okay. Mais l'idée, c'est de passer plus de temps sur la régression logistique en particulier. Alors, je vous ai mis quelques petites références qui pourraient vous aider. Alors déjà, je les mets sur les rappels, essentiellement pour ceux qui ne sont pas à l'aise en stat maths. Donc, quelques livres d'inférence statistique, juste pour que les choses soient bien claires sur ce que c'est qu'un estimateur, le maximum de vraisemblance. Voilà, si jamais le fait qu'un estimateur du maximum de vraisemblance soit dans la plupart des cas asymptotiquement gaussien, si jamais ça vous paraît totalement obscur et ça ne vous dit rien, pour moi, ça fait partie du cours de STT 1000. Donc, je vous encourage à reprendre un cours de stats et à essayer de creuser ça, parce que ça va être la base de ce qu'on fera par la suite, les propriétés de normalité des estimateurs qu'on utilise. Donc, encore une fois, j'en reviendrai un tout petit peu là-dessus, mais je vais aller très très vite parce que ça fait partie des rappels. Je vous ai mis quelques ouvrages qui parlent de R, donc en particulier R appliqué en régression. Donc l'économétrie, c'est la manière dont on appelle les régressions linéaires dans des programmes d'économie. Donc c'est exactement le même contenu. D'accord ? Donc Applied Econometrics, c'est pareil que modèle linéaire appliqué. Okay ? Et ici, vous avez un livre qui parle de GLM avec R. Okay ? Dans un ouvrage que j'avais édité il y a quelques temps, donc on est sur des exemples plus actuariels, il y a un chapitre entier qui correspond à ce qu'on va faire dans le cours, qui correspond à l'utilisation des modèles GLM en actuariat IARD. Et je vous ai mis le livre de Pierre Lafay de Michaud, de Rémi Drouillet et de Benoît Liquet du logiciel R, qui va beaucoup plus loin que ce que nous on fait. Encore une fois, nous, le but n'est pas de faire du R, le but est d'utiliser du R, qui a été vu dans le cours de logiciel actuariat computationnel. Je ne sais plus le nom du cours, mais il y a un cours dans lequel on fait de l'actuariat computationnel, dans lequel vous avez vu du R et du Python. D'accord ? Donc l'idée, ça va être plutôt de s'appuyer là-dessus
et d'avancer pour aller un peu plus loin. Donc, plus spécifiquement sur les moindres carrés et les GLM, donc je vous ai mis quelques ouvrages de régression, donc en particulier les livres de Pierre-André Cornillon et d'Éric Massner, qui sont 2 livres de régression en français. Okay. Sinon, vous avez l'ouvrage de référence de Green. La seule différence, je pense, entre un ouvrage de régression et un livre d'économétrie, c'est que l'économétrie va s'intéresser à des problématiques économiques et des problématiques d'endogénéité de variables et ce genre de choses que nous, on ne verra pas trop. Nous, on est vraiment plus dans cette optique de juste essayer de prédire une variable Y avec des variables explicatives. Très, très simple. D'accord. Donc, il y a quand même pas mal de choses aussi dans le livre de Fox, qui prend plus pas mal de bases de données avec des codes en R, donc je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, ça sera pour la première partie sur les moindres carrés. Et après, sur les GLM, donc vous avez pléthore de livres sur le sujet. Donc, vous avez certains ouvrages qui parlent exclusivement des modèles GLM. Donc, en particulier, vous avez par exemple le livre de Annette Dobson qui reprend l'introduction des modèles GLM. Donc, ça va correspondre à ce que je ferai dans la deuxième partie. Et vous avez des applications plus en actuariat. Mais là encore, on les verra tranquillement au fur et à mesure. Sur ce que j'attends dans le cours, alors je reviens juste sur un terme qui est sur des choses qui sont mentionnées sur étudier.ucam.ca. Donc, c'est un cours à 3 crédits. Okay. STT 5100 est un cours à 3 crédits. Un crédit, c'est 45 heures de travail. Voilà. Donc, il y a 15 heures de cours magistral, 30 heures de travail personnel. Donc, soyez pas étonnés de travailler beaucoup. Ça fait partie du contrat. Voilà. Par heure de cours, il y a 2 heures de travail personnel. Donc, il y a au moins... tout ça pour vous dire, juste sur les projets, attendez-vous effectivement à passer une vingtaine ou une trentaine d'heures sur un projet. Il y a 2 projets qui vont être demandés. Voilà, ça doit vous demander effectivement une vingtaine d'heures par projet. Puis le travail personnel qu'il y aura à faire en plus de suivre le cours. Enfin, voilà, il y a du travail. Okay. Donc c'est ambitieux, c'est pas de ma faute, c'est le descriptif de cours qui est comme ça. Encore une fois, on aurait eu juste les moindres carrés, on aurait pu faire des choses peut-être un peu plus lentement et en passant plus de temps dans le cours et les séances de démo. Ici, on a à la fois les moindres carrés et les modèles GLM, donc c'est intense, et ça va demander beaucoup de travail personnel, donc voilà, soyez pas surpris que je vous demande de travailler beaucoup. Sur l'évaluation, alors juste une petite remarque, vous connaissez peut-être cette citation qui est souvent attribuée à Goodhart, donc c'est la loi de Goodhart qui dit que quand une mesure devient un objectif, c'est plus une mesure. Donc vous avez forcément vu ça, je pense, dans vos cours de mesure de risque, par exemple. C'est quelque chose, voilà, je le mets ici pour parler d'évaluation, dans le sens où l'évaluation d'un cours n'est pas l'objectif d'un cours. Et le but n'est pas de vous préparer à l'examen, le but est de vous faire comprendre les méthodes de régression, de vous enrichir votre toolbox. C'est pour ça que j'avais mis ce petit dessin de boîte à outils auparavant. Le but du cours, et mon but dans ce cours, c'est de vous donner des outils pour mettre dans votre boîte à outils. Okay, l'examen n'est pas une fin en soi, l'examen sera juste une manière de vérifier que vous avez compris de quoi on parle dans ce cours. Okay, il y a voilà, ça doit être la 5e ou 6e année que je donne le cours. J'ai quelques examens des années passées. Je pense que la forme risque de changer, en particulier si on reste en distanciel. Okay, pour l'instant, je faisais essentiellement des choix multiples. Je pense que je vais essayer de m'en éloigner un petit peu parce que c'était un peu restrictif. Et voilà, les choix multiples font que soit vous avez bon, soit vous avez mauvais. Donc, voilà, je vais peut-être passer sur des exercices un peu plus classiques. Mais voilà, les choix multiples sont aussi une manière de s'entraîner. Donc, sur l'évaluation, il y aura à peu près 2/3 des points qui sont sur les examens sur table, dans l'idée qu'on se retrouve en présentiel. Sinon, on verra. On peut tenter de faire des examens en distanciel. On l'avait déjà fait il y a quelques années. Il y avait pour vous dire comment ça s'était passé, donc c'était encore une fois à l'automne 2020, tout le monde avait un sujet différent. Voilà, donc je donnais un sujet par personne et il y avait 3 heures pour faire le sujet. Donc a priori, je ferais sûrement ça. C'était compliqué à gérer et compliqué à corriger. Donc on verra si on garde la même méthode. Mais voilà. 70% des points sont attribués à 2 examens sur table, 2 examens de 3 heures. Et il y aura 1/3 des points qui seront sur 2 projets. Donc les projets, ce sera assez simple. Et encore une fois, vous en ferez pas mal en démo. Vous aurez accès à une base de données. Donc chacun aura une base différente. Chacun et chacune auront une base de données différente. Vous devrez construire un modèle. Et après, je vous donnerai une petite base sur laquelle vous pourrez faire une prévision et envoyer cette prévision. Et on notera à la fois le modèle que vous avez construit, donc le markdown que vous allez construire pour expliquer comment vous avez construit votre modèle et les prévisions que vous avez faites sur cette base
sur laquelle on va vous demander de faire des prédictions. Okay, donc, 2 projets, 2 devoirs, et c'est comme ça que ça va être noté. Sur la forme, donc, encore une fois, c'est assez hypothétique parce que je ne sais pas encore comment sera cette session, mais je radote un peu. L'essentiel, ce sera un repo GitHub. Donc, par défaut, je mets toujours le matériel sur le GitHub. Dedans, vous avez quasiment tout, donc j'essaierai de mettre à la fois le descriptif, le lien vers la capsule vidéo, le lien vers le PDF. S'il y a un devoir, je vous mettrai un lien vers un descriptif qui vous explique ce qui est demandé dans le devoir, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, et ces choses-là. Donc, le repo GitHub est pour moi la base de nos échanges. Okay, donc, je mets tout sur GitHub et c'est à vous d'aller voir dessus. Donc, je vous conseille d'aller cliquer sur le lien, mais de toute façon, je vous l'enverrai dans le premier courriel qui décrira le cours. Donc, vous aurez accès à tout sur le repo GitHub. Je vais essayer de mettre à jour Moodle. Moodle, a priori, aura des informations toutes les semaines sur les capsules à voir, semaine par semaine, si jamais on reste en distanciel. Mais surtout, ce sera le moyen qu'on utilisera pour déposer les devoirs. Donc, les travaux seront à rendre sur Moodle. Donc, voilà, vous aurez un petit onglet de type devoir 1, ajouter un travail, vous allez déposer. Donc, a priori, ce que je vous demanderai, ce sera un fichier .rmd, un fichier R-Markdown, un fichier HTML et probablement aussi un fichier CSV, donc qui sera une base de données. Okay, donc, il y aura sûrement ces 3 objets-là à déposer. Les vidéos seront sur YouTube, donc je préfère utiliser YouTube que Panopto, parce que voilà, Panopto, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'étymologie, ça reste du flicage carcéral. Donc l'idée, c'est de surveiller les gens en prison, donc c'est pas forcément comme ça que je vois l'enseignement. Donc voilà, je vous mets tout sur YouTube, vous pouvez aller voir les vidéos au fur et à mesure. Si à un moment vous avez du temps, vous pouvez prendre de l'avance. Enfin, voilà, faut qu'on se mettra d'accord la première séance sur la manière dont vous voulez travailler. Soit je vous laisse autonome jusqu'à l'examen intra, soit on fait des points réguliers, si jamais on reste en distanciel. Sinon, voilà, vous aurez toujours de toute façon accès l'ancien cours, encore une fois, ce cours de l'automne 2020 est intégralement en ligne. Donc, vous pouvez récupérer 40 heures de vidéo et tout regarder. Je vais essayer de mettre en ligne des quiz. Alors, j'en parlais un tout petit peu auparavant. J'avais parlé de quiz hebdomadaires. Il faut que je vois si j'arrive à les récupérer. J'ai malheureusement craché mon laptop avec les énoncés de mes quiz. Donc, je verrai. A priori, les quiz vont se présenter de la manière suivante. Donc, vous avez un petit énoncé et on vous demande une réponse. Donc, en l'occurrence, ici, on vous dit, voilà, c'est une petite question de stats. Vous avez 119 observations dans un fichier CSV. Ce que je vais vous demander, c'est on suppose que les données sont tirées suivant un modèle gaussien. Donc, je vous rappelle la densité du normal et on demande un intervalle de confiance à 95% pour le paramètre de moyenne mu, okay, qui sera centré sur X bar. Donc, question très classique de stats. Je vous mets aussi une tolérance et voilà. Donc, l'idée, ce sera d'entrer une réponse. Alors, comment vous faites? L'idée, c'est simple, c'est que normalement, le fichier CSV, vous pouvez le télécharger et ensuite, vous l'ouvrez avec R. Donc, vous allez sous R, vous lisez votre fichier échantillon, puis là, vous faites de la stat standard, c'est-à-dire vous définissez, donc on sait que l'intervalle de confiance, il va avoir cette forme-là. Donc, c'est la moyenne de votre échantillon, de vos données, plus ou moins, donc 1,96 quand on a sur un quantile à 95%. Donc, c'est ce phi-1 de alpha sur 2. Okay, pour moins 1,96 et phi-1 de 1 moins alpha sur 2 pour plus 1,96. Donc, c'est le quantile de la loi normale centrée réduite, okay, multiplié par l'écart type. Donc, en l'occurrence, l'écart type, je ne le connais pas, donc je l'estime, divisé par la racine carrée de n. Donc, on a cette forme-là, donc c'est facile, il suffit de calculer toutes les grandeurs. J'ai mon n, qui est le nombre d'observations dans ma base. La moyenne m, qui est tout simplement la moyenne empirique, donc c'est min de b de la x, d'accord. Donc, dans b, vous avez une variable qui s'appelle x. S, c'est mon écart type, et mon intervalle de confiance, c'est un m plus ou moins. Donc, le plus ou moins, c'est c de moins 1 plus 1 fois 1,96 fois S divisé par racine carrée de N. Donc, votre intervalle s'écrit de cette forme-là. Donc, numériquement, vous avez récupéré un intervalle de confiance, en tout cas, l'intervalle de confiance pour votre paramètre de moyenne à 95%. Dans la question, on nous demande la borne inférieure. Donc, il fallait renvoyer le 370. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est exactement ce qui était demandé ici. Donc, encore une fois, les quantiles sont calculés sur la base de moins 1,96 plus 1,96 que vous avez forcément vu dans le cours de stats. Okay. Donc voilà, vous faites ça, vous soumettez, et voilà, vous avez. Donc ils ne seront pas notés cette année.
juste pour que vous puissiez vous pratiquer un petit peu. Donc, je vous mettrai comme ça des petits exercices, à condition que j'arrive à retrouver mes templates. OK. Éventuellement, oui, je vous donnerai des réponses. Donc, par exemple, ici, je vous montrerai comment est-ce qu'on récupère effectivement la distribution ou toutes sortes de choses. Donc, je vous mettrai des éléments de correction dans le Moodle une fois que vous aurez fait les exercices. Donc, voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur les attendus et la manière dont on va procéder dans ce cours. Je vous rappelle juste que la tricherie n'est pas autorisée. Donc, vous avez la version, je vous renvoie au règlement R18 et aux différentes capsules vidéo sur ce sujet-là. On en reparlera par exemple pour les devoirs. Donc, quand vous voulez faire un test, si jamais c'est un test que moi je n'ai pas présenté dans le cours, dans ces cas-là, vous mettez une référence et vous m'expliquez d'où ça vient et vous me dites dans quel site vous avez trouvé cette idée ou de ce genre de choses. Donc, citer ces sources, ça se fait de manière propre. Sur les devoirs, si jamais vous recopiez tous les mêmes codes avec les mêmes erreurs, ça sera considéré comme étant du plagiat. D'accord ? Donc, un plagiat, c'est du 0. OK, on va faire simple. Je vous renvoie aussi vers un lien sur la politique 16, c'est-à-dire sur le harcèlement. Donc, on en parlera peut-être plus si jamais on fait effectivement un cours entièrement à distance. Donc, le harcèlement, ça veut aussi dire, quand on est à distance, d'être modéré, posé, quand on a des discussions via Zoom. OK. Donc, voilà. Ce n'est pas juste harcèlement entre élèves, c'est aussi harcèlement envers votre prof, envers votre démo. OK. Voilà. Donc, il y a un minimum de règles à respecter. Et donc, je vous renvoie un minimum d'informations aussi sur la politesse en ligne quand on a des séances à distance. OK. Voilà. Moi, la moindre des politesses, encore une fois, c'est que vous ayez vos caméras allumées. OK. Moi, j'allumerai la mienne. Idéalement, j'aimerais bien vous voir. Voilà, les sessions, il y a des sessions où j'ai eu des élèves que j'ai jamais vus. Dans ces cas-là, sachez juste que c'est un peu difficile, par exemple, de faire des recommandations si jamais vous voulez partir dans un programme de maîtrise. Voilà. Donc, à minima, je demande à ce que les caméras soient allumées quand on fait un point. Au moins si vous posez une question. Donc, je veux bien croire que vous ayez des problèmes de flux, des problèmes de connexion Internet, mais voilà, si vous posez une question, et je vous encourage à le faire, ouvrez votre micro, ouvrez votre caméra, et puis faites-le de manière polie. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette introduction. Donc, encore une fois, tout le matériel est en ligne, et on essaiera j'essaierai de faire le point régulièrement avec vous pour voir un petit peu où on en est dans cette session qui s'annonce pas forcément très très simple. À bientôt.